Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Susanna Vergani. Susanna Vergani est directrice de recherche CNRS au département du GEPI à l'Observatoire de Paris. Elle est spécialisée dans les hautes énergies, et en particulier les sursauts gamma. Ça va être le sujet de sa présentation, avec entre autres parler de l'instrument, enfin des instruments du satellite spatial qui a été lancé récemment, SVOM. Voilà, c'est tout ce que je vais dire pour la présentation. Ben, Susanna, je vous laisse commencer. Donc, bonjour à tous. Je vais donc vous parler de la mission SVOM et je vais vous en parler d'une façon assez pédagogique pour ceux qui ne sont pas trop experts dans les domaines mais passionnés d'astrophysique. Et j'espère de donner aussi des informations un peu plus spécifiques et d'intérêt pour ceux qui sont connectés et qui travaillent vraiment dans les domaines astrophysiques. Donc, tout d'abord, SVOM, qu'est-ce que ça signifie? Space-Based Multiband Astronomical Variable Object Monitor. Donc, c'est un observatoire pour détecter dans l'espace, mais pas que, on verra, les deux objets variables. Et multiband, ça signifie un multilongueur d'onde, donc sur plusieurs longueurs d'onde de spectre électromagnétique. C'est une mission sino-française du CNES côté français et de l'Agence spatiale chinoise. Et en France, il y a plusieurs laboratoires qui participent, du CEA, où il y a aussi le PI du projet français qui est Bertrand Cordier, et du CNRS, donc, dont le GEPI, l'Observatoire de Paris, et le futur laboratoire de l'Observatoire qui s'appellera LUX. Donc, je vais, dans ma présentation, vous introduire les sources gamma en vous montrant comment d'un phénomène gamma, ils sont devenus en effet un phénomène multilongueur d'onde, donc il n'intéresse pas que le domaine du gamma, mais de toutes les fréquences du spectre électromagnétique, et aussi d'autres types d'ondes qui sont les ondes gravitationnelles. Je vais vous décrire ce qui c'est la mission SVOM et comment on a pensé la mission SVOM pour faire en sorte de pouvoir étudier les phénomènes de sources gamma de façon vraiment complète. Et enfin, je vais vous dire quelque chose, si j'ai le temps, de l'utilisation des sources gamma comme sonde de l'univers lointain. Il y a tout d'abord des définitions ou en tout cas des mots que vous entendrez dans la suite de l'exposé. Donc, je préférais définir tout de suite. Donc, je pourrais dire source gamma ou gamma ray burst, que c'est la façon avec laquelle on l'appelle en anglais, et ou GRB, qui est donc l'acronyme pour les indiquer entre scientifiques. Après, il y a une émission caractéristique de ce gamma qui est appelée émission rémanente. Je pourrais dire émission rémanente ou rémanence ou afterglow, c'est la même chose. Et enfin, je voulais aussi vous dire tout de suite comment on nomme les sources gamma, et ça, vous aussi, vous le verrez dans la suite du webinaire. Donc, on indique GRB et l'année, le mois et le jour. Voilà. Donc, quand vous voyez un nom comme ça, c'est le nom de source gamma et vous dit l'année, le mois, le jour où elle a été détectée. Je vais aussi introduire deux choses pour voilà, ceux qui sont plutôt des amateurs de l'astronomie et qui sont connectés. Vu que c'est un webinaire de culture scientifique, je pense qu'il y a aussi des personnes qui ne travaillent vraiment pas dans ces domaines, mais qui s'intéressent. Donc, tout d'abord, comment on indique, et j'indiquerai disons, les distances ou la distance temporelle dans l'espace de ces phénomènes, c'est par une quantité qu'on appelle redshift, que j'indiquerai avec Z. Donc, si on prend notre univers du Big Bang aujourd'hui, on est à redshift 0 et l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Et vous voyez que, par exemple, l'époque où se sont formées les premières galaxies et étoiles, c'est un redshift de 15 à 6 et ce n'est que quelques centaines de millions d'années dans l'univers. Donc, c'est l'univers très jeune par rapport aux 13,8 milliards d'années d'aujourd'hui. Et ensuite, une autre chose qui est importante, c'est que cette échelle de redshift n'est pas une échelle linéaire. Donc, si on part de redshift 6, on est déjà à peu près à des époques de l'univers très jeune. Donc, on a parcouru presque tout le temps du Big Bang à nous, hein.
Et tandis que, par exemple, un redshift d'environ 1,2, l'univers avait déjà la moitié de son âge quand j'indique des redshifts de ce type-là. OK? Une autre précision avant de démarrer, je vous montre ici le spectre électromagnétique que je pense que vous connaissez très bien, des ondes radio aux rayons gamma. Et vous verrez différents types de parler de ces différentes bandes du spectre électromagnétique, donc qui pourront être indiquées par exemple en électron-volt ou par exemple en longueur d'onde ou en fréquence. Okay? Et ici, il y a en correspondance avec les différentes échelles. Et quand je parle des sources gamma, donc disons l'émission gamma qu'on détecte pour détecter les sources gamma, c'est principalement, elle couvre ces régions du spectre électromagnétique, donc les rayons gamma, mais aussi la partie, disons, dure, donc des rayons X. Donc, autour de 10 puissance 5 électron-volts, 10 puissance 6 électron-volts, qu'on appelle aussi des méga-électron-volts du MEV. Voilà. Donc, maintenant, je peux vous introduire un peu l'historique des sources gamma, qu'est-ce qu'ils sont et comment d'un phénomène gamma, ils sont devenus un phénomène vraiment multilongueur d'onde. Déjà, l'histoire des sources gamma, ça démarre d'une façon assez intéressante parce qu'ils ont été découvertes un peu par hasard par des tests militaires. En effet, c'était un programme qui avait les États-Unis pendant la guerre froide pour regarder si les Russes faisaient des tests nucléaires dans l'atmosphère. Et donc, ils avaient des détecteurs, donc ce satellite Vela, qui détectait les rayons gamma. Et celui-ci, c'est le premier événement de détection gamma détecté par Vela. Et en effet, à l'époque, on ne savait pas très bien ce que c'était. Heureusement, il n'y a pas eu d'alarme rouge et donc de déclenchement d'une guerre. Mais en effet, ceci, c'est la première détection d'un sursaut gamma. Et ensuite, la NASA a exploré ultérieurement ce phénomène, notamment grâce à la mission spatiale Compton et à l'instrument BATSE qui était sur ces missions et qui détectait donc les rayons gamma. Donc, ce qu'on a vu assez tout de suite, c'est qu'on avait cette émission qu'on voyait en rayon gamma, c'était une émission qui était très variable. Vous pouvez voir là, dans le plot, dans la figure à gauche, il y a les camps des photons gamma en fonction du temps pour différentes sources gamma. Et vous voyez qu'on a parfois des pics isolés, parfois plusieurs pics, en tout cas d'une durée vraiment très courte. Et la durée générale de toute l'émission pouvait aller de quelques secondes à quelques dizaines de secondes. Après, dans la partie droite, vous avez ce qu'on appelle un spectre d'une source gamma. Donc, c'est le flux en fonction de l'énergie des photons émis. Et vous voyez qu'on a ces pics autour des mégaélectronvolts. Cette énergie des pics autour des mégaélectronvolts. Donc, ça, c'est les premières informations qu'on avait de la détection de cette émission en gamma que maintenant on appelle émission prompte. Et ce qui frappe, c'était vraiment la variabilité qui pouvait être inférieure à la dizaine de millisecondes. Et cela nous dit que la source, pour des raisons vraiment physiques, ne pouvait pas être vraiment très grande. Il fallait une source avec une taille très petite. Bon, c'est 10 puissance 3 km, mais pour des tailles astrophysiques, c'est des tailles très petites. Et le spectre, cette caractéristique de spectre comme ça, signifie que c'est un spectre pas thermique. Alors, là, pour la physique, il y a un problème. Toutes ces informations-là ne vont pas très ensemble, mais on peut trouver une solution si on invoque une vitesse relativiste. Donc, on peut expliquer ce qu'on observe si on pense qu'on a quoi faire avec des vitesses très, très proches de la vitesse de la lumière. Donc, avec un facteur de Lorentz, on appelle, qui est défini comme ça, très, très grand. Et en effet, les sources gamma ont des facteurs de Lorentz qui sont plus grands que la centaine. Et ça implique vraiment des vitesses très, très proches de la vitesse de la lumière et des sources qui ont des tailles assez petites.
Donc, avec ces observations, on peut déjà avoir cette information que les sourceaux gamma viennent par des objets compacts, sont produits par des objets compacts et qu'on a qu'à faire quelque chose d'ultra-relativiste. Et plus précisément, à DG ultra-relativiste, cela est parce qu'en effet, si on considère toutes ces observations, on a qu'à faire avec des énergies très, très, très élevées, trop élevées. Et donc, mais cela, ce serait si vraiment l'énergie est émise dans toutes les directions de l'espace. Alors, si on pense qu'au contraire, l'énergie est émise dans un G, OK, les photons sont émis dans un G, alors les énergies sont réduites. Donc, on a quoi faire à 10 puissance 51 erg, qui sont toujours des phénomènes très énergétiques, mais plus raisonnables, disons, entre guillemets. Sachant que les sourceaux gamma restent les phénomènes, disons, les plus énergétiques auxquels on a quoi faire par rapport à leur durée. Donc, pour quelques instants, ils sont vraiment les phénomènes les plus brillants de l'univers. Donc, voilà ce qu'on connaît après les premières observations. Les sourceaux gamma sont produits par des objets compacts et sont des jets ultra-relativistes. Après, on a aussi d'autres informations, toujours par ces premières données qu'on a par les instruments que je vous ai dit tout à l'heure. Tout d'abord, la distribution dans le ciel de ces objets. Et vous voyez qu'ils sont un peu partout. Ce n'est pas qu'ils ont une région privilégiée, ils sont vraiment distribués un peu partout. L'autre information que nous avons, c'est sur la durée de ces émissions de gamma. On a la durée globale, disons. On a des sourceaux gamma qui durent plusieurs dizaines de secondes et d'autres qui durent une seconde ou moins. Et aussi, on va voir que ceux qui sont plus courts, disons, émettent des photons, disons, un peu plus énergétiques que les autres. Et donc, on a une division, une séparation qu'on a disons, fait un peu arbitrairement à 2 secondes. Donc, les sources gamma qui ont une durée de plus que 2 secondes, on les appelle longues. Et les sources gamma avec une durée inférieure à 2 secondes, on les appelle courts. Donc, sources gamma long, sources gamma court. La distribution spatiale qu'on a là pourrait nous dire que, donc, comme ils sont un peu partout dans l'espace, l'origine est extragalactique. Parce que si c'était d'origine galactique, ils auraient dû se distribuer le long de notre galaxie et pas un peu partout. Mais par contre, pour avoir une détermination de cette origine extragalactique, on a besoin de mesurer la distance de ces sources gamma qu'on détecte. Et ça, c'est bien compliqué. Et on va voir que ça va prendre plusieurs années avant qu'on ait vraiment la mesure de la distance de ces phénomènes. Par exemple, si on compare à la première découverte, il faut attendre 20 ans d'années, 20 ans d'années avant qu'un autre satellite qu'on appelle BeppoSAX est capable de détecter ce qu'on appelle l'émission rémanente, en tout cas une contrepartie de ces sources gamma à d'autres fréquences. Et dans ce cas, dans les rayons X. Pourquoi il est important de détecter ces contreparties dans d'autres fréquences pour déterminer la distance des sourceaux? Bien, parce que les détecteurs gamma ne sont pas vraiment capables de bien localiser le sourceau gamma dans l'espace. On sait qu'il est environ là, comme je vous ai montré sur la carte tout à l'heure, mais l'erreur dans la position, il est vraiment de plusieurs degrés. Et donc là, c'est très difficile de pointer des télescopes à d'autres longueurs d'onde pour avoir une mesure plus précise de la position et donc pouvoir faire les observations qui nous permettent de déterminer la distance. Et donc, cette observation en 97 du satellite BeppoSAX de l'émission X est vraiment fondamentale dans la suite de l'étude de ces phénomènes. Donc, ici, vous voyez la détection en rayon X et comment elle varie dans les tons. Donc, d'abord, elle est très brillant et après, ça diminue assez précisément. Et on passe d'une localisation de l'ordre des degrés à rayon gamma à une localisation bien plus précise, de l'ordre de l'arc minute. Ça devient déjà bien plus localisé dans l'espace. Mais pour avancer dans cette cherche, dans cette quête des mesures de la distance, il faut localiser dans le visible, dans les domaines optiques. Et c'est ce qui arrive la même année. Hein. Ici, je vous montre la détection de la contrepartie optique du sourceau gamma dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Et là, vous le voyez, la contrepartie optique bien détectée. Et ensuite, après quelques jours, vous voyez qu'elle a presque disparu, elle n'est plus observable. Donc, nous avons maintenant la détection, pas seulement en rayon gamma, mais aussi de contrepartie à rayon X et optique des sources gamma. Et grâce à cette précision de la position avec les observations de le visible, qui deviennent de quelques arcs secondes ou de l'arc seconde, on peut utiliser des spectrographes pour observer cette émission rémanente et prendre le spectre de cette émission optique. Pourquoi les spectres sont si importants? Parce que dans ces spectres que je vous montre ici à droite, par exemple, ça c'est le premier spectre qu'on a pris d'un sursaut gamma, on peut voir des raies d'absorption qui sont bien plus visibles dans le zoom qu'il y a dans la partie basse de la figure. Donc, vous voyez le flux de l'émission en fonction de la longueur d'onde. Et là, vous voyez des raies d'absorption. Ces raies d'absorption sont dues au gaz qui a absorbé la lumière de source gamma. Et certaines parmi elles, donc celles-ci, sont dues au gaz qui est dans la galaxie haute du source gamma. Et donc, si on compare la longueur d'onde auquel on les observe par la longueur d'onde que ces raies d'absorption devraient avoir en laboratoire, on peut déterminer par décalage spectral la distance, donc le redshift, donc la distance des sources gamma. Et donc, par ces observations fondamentales des spectroscopies, on a la confirmation d'une origine extragalactique des sources gamma. Sachez que, par exemple, pour les sources gamma longues, disons les distances, le pic des distances, de la distribution des distances, c'est environ un redshift 2. Donc, voilà, quand l'univers a environ la moitié de son âge. Donc, en 97, on a la réponse définitive sur l'origine extragalactique des phénomènes. Et donc, on sait que maintenant, les sources gamma sont produits par des objets compacts avec des jets ultra-relativistes. On a deux classes de sources gamma, les longues et les courtes, et l'origine est extragalactique. Donc, une fois qu'on a démarré ces premières détections X et optiques, on a commencé à les avoir systématiquement pour plusieurs sursaut qu'on détectait. Et on voit ces courbes de lumière, donc l'évolution de la magnitude du flux en fonction du temps. Par exemple, ici, je vous montre des collections des courbes de lumière optiques. Et cela, c'est très important de les avoir pour pouvoir étudier quels sont les processus d'émission liés associés au source gamma et aussi les propriétés du jet ou du milieu environnant, etc. Et on les détecte multilongueur d'onde, donc du X à l'optique et aussi dans les domaines de la radio. On voit plus ou moins toujours la même propriété, c'est-à-dire des courbes des émissions qui au début sont très, très brillantes et après, rapidement, ils deviennent presque plus observables. Cela, c'est différent pour la radio où, en effet, on a même des émissions radio qu'on peut observer après des années. Donc, quel est maintenant, on peut vraiment mettre le phénomène observationnel dans un contexte un peu plus physique. Et donc, voilà comment on peut représenter les choses. On a la formation d'un trou noir stellaire qui produit un jet. À l'intérieur de ces jets, on a la production des photons gamma qui on détecte dans l'espace et qui nous signalent les sources gamma et qu'on appelle émission prompte et qui ont une durée très, très brève, de quelques secondes ou moins. Et ensuite, quand ces jets va rencontrer les milieux interstellaires, on a un choc qu'on appelle externe et qui produit l'émission qu'on appelle rémanente et qu'on peut détecter donc sur tous les spectres électromagnétiques. Je vous ai montré jusqu'à maintenant des observations de l'émission rémanente à rayon X et dans le visible, mais elle est détectable vraiment le long de tous les spectres électromagnétiques. Et cette émission aussi, elle est transient, donc on peut la détecter très brillante au début et après quelques heures au jour, elle n'est plus détectable, sauf dans les remèdes radio. On sait aussi qu'on a deux catégories de sources gamma, donc les sources gamma qu'on appelle longues et courtes.
OK? Donc, ça, c'est un peu le cadre qu'on a après l'observation des premières émissions rémanentes. Comme vous avez compris, c'est un phénomène sous ce gamma, ce sont des phénomènes très brefs. Donc, l'émission prompte, je répète, quelques secondes ou même moins. L'émission rémanente, quelques heures, quelques jours. Donc, il faut vraiment toute une organisation pour les observer et pour les étudier. Cela donc commence par la détection des rayons gamma par les satellites qui alertent tout de suite, ils envoient des messages immédiatement au sol. Au sol, on a ou des observateurs qui sont, disons, en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui reçoivent les alertes des satellites et que très vite doivent déclencher ce qu'on appelle des observations des target of opportunity, donc des observations qui n'étaient pas prévues par des grands télescopes, mais qui doivent être faites le plus tôt possible. Donc, ils envoient des messages aux grands télescopes au sol pour dire il y a une source gamma, il faut que vous pointiez dans cette direction du ciel très vite. Et donc, les grands télescopes pointent, par exemple, dans la radio ou les télescopes visibles pour étudier l'émission à toutes les fréquences, mais pas que, on le verra tout de suite. Il y a aussi les alertes qui arrivent sans l'intermédiaire de l'être humain. Ils déclenchent immédiatement des observations par des télescopes robotiques. Alors, ces télescopes robotiques sont un peu plus petits, ne sont pas des grands télescopes, sont de la classe d'1 mètre ou 2 mètres, mais ils réagissent tout de suite, donc ils peuvent aller regarder tout de suite la région du ciel détectée par le satellite pour essayer de trouver l'émission rémanente dans le visible, donc la position précise de source gamma, et après activer eux-mêmes les grands télescopes, ou tout seul, ou par le biais des chercheurs, des observateurs. Pourquoi on est si intéressé à détecter rapidement, à alerter rapidement les grands télescopes? Bon, comme je vous disais, parce que comme ça, on peut faire un suivi multilongueur d'onde très rapide quand les sources sont très brillantes jusqu'à quand elles disparaissent, et donc avoir beaucoup d'informations pour étudier la physique des sources gamma et leur jet. Mais aussi parce que c'est grâce à ces observations spectroscopiques des télescopes optiques infrarouges proches, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on peut déterminer le redshift. Donc, le redshift, on a compris, il est vraiment fondamental pour étudier l'origine des sources gamma, mais aussi pour étudier leur énergétique. Parce que par l'émission prompte, je peux voir, par exemple, ou l'émission rémanente, je peux voir un objet qui est très, très, très brillant, mais il peut être très brillant parce qu'il est tout simplement très proche par rapport à nous. OK, donc il faut vraiment l'information sur la distance pour étudier l'origine et l'énergétique des sources gamma. Donc, dans le contexte actuel, voyons quels sont les satellites qu'on utilise maintenant et comment ils s'y prendre pour avoir toutes ces informations dont on a besoin pour étudier les sources gamma et pour les utiliser pour étudier l'univers. Donc, tout d'abord, on a le satellite Swift. Ces satellites ont vraiment révolutionné notre connaissance des sources gamma de cette façon. Donc, c'est un satellite qui déjà, il a 3 instruments à bord. Donc, pas comme BAT, c'est que l'instrument gamma. On a pour détecter les sources gamma 3 instruments. Donc, l'instrument qui détecte l'émission prompte, donc l'émission gamma en elle-même. Et après, le satellite va bouger pour aller pointer avec 2 autres télescopes XRT et UVOT la région d'erreur de l'émission prompte. Donc, cela, comme je vous disais, l'émission prompte n'est pas très bien localisée par le télescope gamma, mais à moins de 100 secondes, on arrive à avoir des observations par le télescope X de cette région du ciel et donc identifier la contrepartie X. Et maintenant, on a des précisions qui sont inférieures à 5 secondes, donc vraiment très, très précises. Mais on peut faire encore mieux. Il y a l'autre télescope qui s'appelle UVOT, qui va observer la région d'erreur toujours de source gamma, mais cette fois dans des fréquences qui vont de l'ultraviolet au visible. Et donc, après quelques centaines de secondes, on peut avoir une précision une position avec la précision de l'arc seconde et aussi disons, une image du ciel où le source gamma a eu lieu.
Alors, déjà, je veux souligner pourquoi il était si important, ces satellites, pour nos études de sources gamma. Cette vitesse à laquelle Swift est capable de détecter et localiser et étudier l'émission rémanente, tout de suite observer l'émission rémanente, par exemple d'un rayon X de source gamma, nous a changé vraiment la vision du phénomène. Donc, là, je vous montre plusieurs figures où il y a des émissions rémanentes de sources gamma en rayon X à des temps où on avait l'habitude de les observer avant Swift, donc des temps qui étaient de l'ordre de la journée, parce qu'on avait la détection des sources gamma, ensuite l'information était relayée au sol et les satellites X devaient se pointer, recevoir l'information, devaient modifier leurs observations et repointer vers la direction du source gamma. Donc tout ça, comme c'était fait par des satellites différents, prenait du temps. Et donc nous, ce qu'on voyait, c'était cette belle loi de puissance, de décroissance de source gamma typique d'un spectre qui est un spectre de synchrotron. Donc voilà, tout était assez simple et on croyait avoir tout compris. Et là, je vous montre ce qu'on a eu avec Swift. Donc, avec Swift, on a pu couvrir les premières minutes et les premières heures de cette émission rémanente à rayon X. Et donc, on a commencé à voir la présence de plateaux, donc, comme ceci, par exemple, que vous voyez en bas à droite, et la présence de flares, donc de ces flambées d'émission que vous pouvez voir, par exemple, dans le plot à gauche, le deuxième, et aussi ici plus en bas, au milieu de la dernière ligne. Et ces plateaux et ces fers, on n'a pas encore de réponse définitive sur leur origine. Mais donc, Zwift nous a vraiment ouvert une fenêtre de découvert en allant monitorer ces premières heures d'émission rémanente. Il a aussi permis la détermination des chiffres de plus des sources gamma grâce à ces identifications précises de la position tout de suite par rapport, grâce à, par exemple à UVOT, mais d'où au fait que UVOT n'est pas si sensible et qui couvre surtout cette partie ultraviolet de l'émission rémanente. C'est une partie qui est très absorbée, par exemple, par la poussière ou très, assez, qui peut être difficile, disons, à observer de façon systématique. On a que seulement le 30% des sources gamma identifiées par Swift ont une détection de l'émission rémanente par UVOT et moins de 30% des sources gamma en général ont une détermination de distance. Donc, on peut encore faire beaucoup plus pour améliorer cela. On a vraiment besoin d'avoir beaucoup plus de sources gamma avec une distance déterminée. Il y a aussi un autre problème de Swift, c'est-à-dire, je vous ai montré par exemple le spectre d'un sursaut gamma dans un de mes premiers transparents, et je vous ai dit que le pic de l'énergie est vraiment autour des mégaélectronvolts. Or, l'instrument qui détecte les sursauts gamma dans Swift, il n'arrive pas au mégaélectronvolt. Il a un domaine de fréquence qui s'arrête à la centaine de kiloélectronvolts. Donc, en effet, on n'est pas capable de monitorer tout le spectre de l'émission gamma des sursauts gamma. Cela est fait, par exemple, par un autre satellite qui est Fermi. Alors, Fermi ne fait pas ne nous donne pas des positions très précises systématiquement comme Swift, mais il a deux instruments, le GBM et le LAT. Et les GBN observent systématiquement les sources gamma, détectent et observent les sources gamma sur un domaine de fréquences gamma beaucoup plus étendu. Et donc, il est très capable de couvrir tout le spectre de gamma de l'émission prompte jusqu'à 40 mégaélectronvolts. En plus, il y a aussi un autre instrument qui s'appelle le LAT qui est capable de détecter les photons qui viennent des sources gamma encore à des énergies encore plus élevées, jusqu'au gigaélectronvolt. Donc là, on part vraiment de l'émission gamma à très haute énergie. Donc pour le moment, il y a ces deux satellites qui sont ceux que nous utilisons le plus. Alors maintenant, je vais vous introduire la mission SVOM et vous expliquer pourquoi comment elle était conçue pour faire en sorte de nous donner le plus possible d'informations sur les sources gamma. Donc déjà, SVOM, on a 7 instruments qui ont une synergie
dans l'espace et dans le sol. C'est la première fois qu'une mission spatiale source gamma inclut aussi des instruments au sol. Et la mission SWOM en elle-même couvre un énorme range, une énorme bande du spectre électromagnétique, donc de quelques électronvolts jusqu'au mégaélectronvolt. Donc, à partir, disons, de l'infrarouge proche jusqu'à les rayons gamma vraiment typiques des sources gamma. Donc, cela est fait grâce à ces 7 instruments. Les 4 qui sont dans l'espace, je vais là vous les décrire brièvement. Donc, on a le GRM qui est celui qui couvre vraiment la partie du pic de l'énergie des sources gamma, mais n'est pas capable de localiser vraiment. On a ensuite Éclair qui est un peu comme BAT dans Zwift, mais qui couvre aussi une émission, cette fois, qui va plus vers les rayons X par rapport à ce qui fait Zwift et qui peut être très important, on va voir dans la suite. On a le télescope MXT pour détecter l'émission rémanente dans les X et le télescope VT, ça aussi c'est une nouveauté, pour détecter l'émission rémanente depuis l'espace tout de suite dans le domaine visible. Donc, là, on n'a pas la partie ultraviolette comme dans UVOT, mais on va beaucoup plus dans le visible jusqu'au proche infrarouge et c'est un télescope qui est très sensible. On va voir ça dans la suite aussi. On a aussi des télescopes au sol dédiés qui sont des télescopes robotiques comme le French Ground Based Follow-up Telescope qui s'appelle Colibri et l'équivalent chinois. Et en particulier, le Colibri va aussi observer dans l'infrarouge proche. Donc ça, c'est des télescopes qui vont répondre tout de suite aux alertes des SWOM dédiées pour SWOM. Il y a aussi un autre télescope qui est le GEVOAC. C'est un ensemble de télescopes, en effet, pas très sensibles, mais qui ont un grand champ de vue et donc qui observent toujours le champ de vue qui est en train d'observer SWOM. Et donc, ils peuvent détecter la contrepartie optique en même temps que l'émission prompte de source gamma. Donc ici, on peut voir la synergie temporelle de tous ces instruments avec dans l'espace la détection des GRM de éclair de l'émission prompte dans les rayons gamma et le SVU, donc le satellite qui bouge pour repointer ces régions du ciel et détecter l'émission rémanente dans les X et dans le visible après une centaine de secondes, quelques centaines de secondes. Et au sol, on a le GEVOAC qui, comme je vous dis, observe tous les champs de vue, ou une grosse partie du champ de vue de GRM et de éclair, pardon. Et donc, il peut détecter l'émission en optique en même temps que l'émission dans le gamma. Et on a, après quelques centaines de secondes, la possibilité de détecter l'émission, de suivre et détecter l'émission rémanente optique avec les télescopes robotiques chinois et français, et le français qui est le Colibri qui est installé au Mexique. Je vous ai dit qu'on couvre donc beaucoup de spectre électromagnétique, de quelques électronvolts jusqu'à 10 puissance 6 mégaélectronvolts que par SWOM, mais je voulais souligner aussi qu'il y aura dans le futur la possibilité d'observer ces sources gamma détectées par SWOM aussi avec 2 autres grosses infrastructures, gros télescopes dans lesquels l'Observatoire de Paris participe activement, qui sont l'Observatoire SCA pour la radio et l'Observatoire CTA dans les rayons gamma très, très haute énergie. Donc là, on va couvrir vraiment tout le spectre électromagnétique de radio au gamma, mais même des gamma à très, très haute énergie jusqu'à 10 puissance 12 électronvolts. Donc, je vous ai dit pourquoi, là, je pense qu'il faut que j'accélère parce qu'on est presque à la fin de notre temps. Donc, je voulais vous dire pourquoi c'est important avoir cette couverture de l'émission prompte pour étudier l'origine des sources gamma et voir s'il y a différentes populations de sources gamma. Donc, je vous avais dit qu'il y avait les sources gamma longues et les sources gamma courtes. Eh bien, il faut associer ces différentes catégories de sources gamma avec leur origine physique. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, et je n'ai pas le temps de vous détailler plus, c'est que les sources gamma courts sont dus
à la coalescence d'objets compacts. Donc, on a par exemple un système binaire d'étoiles et neutrons qui coalescent et qui forment un trou noir, qui forme un jet qui produit des sursauts gamma courts, et aussi une émission qu'on appelle émission de kilonova, qui est une émission beaucoup plus isotrope. Et on a les sursauts gamma longues qui sont produites par des étoiles massives, certains types d'étoiles massives qui, à la fin de leur vie, collapsent et produisent un jet qui produit les sursauts gamma longues, et aussi une émission de supernova, qui elle aussi est isotrope par rapport au jet, qui est vraiment avec un angle précis d'émission. Donc, ça, c'est le cadre, le contexte qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et bon, qu'on a eu pendant plusieurs observations que je ne peux pas vous détailler, mais si vous avez des questions, je vais pouvoir détailler tout ça. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, on a des observations qui un peu commencent à contredire ces hypothèses-là. Donc, on a par exemple des observations de sources gamma comme celui-ci, 21, 12, 11A, qui sont des sources gamma longues. Vous voyez leur émission qui dure plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes. On l'a vraiment dans les diagrammes long cours que je vous ai présentés au début. C'est vraiment, il tombe vraiment avec des propriétés de sources gamma longues. Mais par contre, si on suit sa courbe de lumière optique infrarouge proche, on voit qu'on n'arrive pas à l'expliquer comme un source gamma long classique, mais on a un certain moment des déviations par ce qu'on s'attendrait, et ces déviations, on les explique par une émission de kilonova. Or, la kilonova, je vous avais dit, c'est une émission qui est associée à la coalescence d'objets compacts comme deux étoiles à neutrons. Donc ici, on a un sursaut gamma long, mais qui est originé par la coalescence d'objets compacts. Il y a aussi d'autres types de sursauts gamma un peu différents qu'on a observés dans les temps, qui sont ce qu'on appelle des flèches de rayons X, donc des sursauts gamma avec une énergie de pic, comme vous pouvez voir dans ces plots, dans ces figures à droite, qui est plus faible ici en vert, par exemple, par rapport à la population de sursauts gamma qui est représentée en bleu. Et aussi ce qu'on appelle des sursauts gamma de basse luminosité, où l'émission prompte des sursauts gamma a des luminosités qui sont beaucoup plus faibles, comme vous pouvez voir ici dans la figure à gauche pour 98 0425 ou 03 12 23, qui sont beaucoup plus faibles par la population des sursauts gamma longues classiques, comme vous pouvez voir, qui se mettent dans le haut à droite de la figure. Donc ici, on se demande quelle est l'origine, pourquoi il y a ces caractéristiques différentes de ces sources gamma par rapport à d'autres. Est-ce que tout simplement c'est la même population et donc c'est par exemple dû au fait que je les observe pas au pile dans le G, mais un peu plus au RAX par rapport au G ou d'autres choses pareilles, ou ce sont des populations différentes. Donc pour faire cela, on a vraiment besoin de détecter l'émission prompte sur plusieurs gammes de fréquences, et aussi, et notamment les fréquences plus basses, plus faibles, et aussi on a besoin d'avoir la détermination de redshift. Et donc, je veux conclure pour vous expliquer pourquoi cette émission de redshift est si importante et comment, avec SVOM, on a fait de tout pour optimiser la possibilité de déterminer des redshift de sources gamma. On vise une détermination de redshift de sources gamma SVOM de plus que 500%. Et comme je vous disais, maintenant, c'est beaucoup plus faible. Cela est fait grâce à toute la synergie de ces instruments dans l'espace et au sol, qui nous permettent de détecter l'émission rémanente. Ici, on voit la courbe de lumière dans l'optique de l'émission rémanente de beaucoup de sources gamma détectées jusqu'à aujourd'hui. Et on voit vraiment que les instruments au sol, SVOM, le GFT et le VT dans l'espace, sont très sensibles pour pouvoir détecter vraiment l'émission rémanente de la plupart des sources gamma que SVOM va détecter. Grâce à la détection de cette émission rémanente, dans l'optique, on a une position très précise. Et donc, on peut tout de suite, si on a une détection, par exemple, par le VT, on peut tout de suite alerter directement le grand télescope. Donc, aller sur la source pour faire les observations spectroscopiques quand le source gamma est vraiment encore très brillant.
et prendre le spectre, déterminer sa distance. Ou s'il y a des soucis à bord avec le VT ou avec la transmission des données à bord, on a la possibilité de faire le suivi sol avec les télescopes robotiques dédiés comme les colibris et donc faire pareil, détecter l'émission rémanente et alerter les grands télescopes. J'ai conclu juste avec quelques mots pour vous dire pourquoi on est si intéressé à cette détection des spectroscopiques de l'émission rémanente optique. Donc, pas seulement pour déterminer la distance, mais aussi parce qu'on peut utiliser les sources gamma comme des sondes pour étudier l'univers lointain, notamment les sources gamma longues, parce qu'ils sont associés aux étoiles massives, donc à la formation stellaire, et donc vraiment aux toutes premières étoiles. Et il nous sert de source d'arrière-plan qui nous permet en effet d'avoir dans le spectre la signature de l'absorption de tous les gaz que le sursaut gamma, que l'émission rémanente du sursaut gamma a rencontré pour arriver jusqu'à nous. Donc, chaque gaz qu'il rencontre peut absorber l'émission rémanente, la lumière de l'émission rémanente, et nous laisse des réabsorptions dans les spectres. Et donc, on a beaucoup d'informations sur les contenus de gaz dans ces galaxies. Ici, je vous montre un exemple des spectres optiques de l'émission rémanente d'un sursaut gamma. Là, c'est un sursaut gamma à chiffre presque 4, donc quand l'univers était très jeune. Et la galaxie haute n'est pas détectable par photométrie. On n'a pas d'image de ces galaxies tellement elle est faible. Mais même s'il est si faible, on a énormément d'informations sur le contenu du gaz neutre de cette galaxie grâce au spectre de la rémanence de source gamma. Notamment, on a l'information de l'hydrogène neutre qui est très abondant et qui donc nous donne cette grosse absorption que vous voyez là, et des métaux, donc des éléments au-delà de l'hydrogène et de l'hélium qui sont présents dans ces gaz et qui sont ces raies d'absorption que vous voyez dans ces parties à droite du spectre. Je passe sur cela, mais je veux conclure en vous disant que grâce à toutes les observations de ces raies d'absorption du gaz dans des galaxies, on peut, pour des gaz vraiment très, très jeunes, à l'époque quand l'univers était vraiment très, très jeune, donc pour des premières galaxies, avoir des informations très précises de leur contenu en métaux. Et donc, on peut étudier l'évolution métallique de l'univers jusqu'aux grands décalages spectraux, donc jusqu'aux premières galaxies. Comme je vous montre ici, on a la métallicité des galaxies de source gamma en fonction de la distance et comparée à des simulations d'évolution des galaxies. Et aussi, en étudiant les différents contenus en métaux des différents éléments dans ces galaxies, on peut voir, vu que les métaux sont produits par les étoiles dans ces galaxies, on peut voir si on a des abondances de ces métaux les uns par rapport aux autres un peu atypiques, et donc voir si on a des signatures des étoiles qui étaient les toutes premières étoiles formées dans l'univers. Donc, SVOM n'est pas que les sources gamma, c'est mes deux derniers transparents. Il y a bien évidemment le corps de la science donc, qui est dédié aux sources gamma et qui prend plus ou moins le 25% du temps d'observation des SVOM qui est la plus haute priorité. Mais aussi, on peut utiliser SVOM comme observatoire ouvert, donc observer différents types de sources astrophysiques que les observateurs vont demander. Et aussi, on a un programme de Target of Opportunity, donc des alertes qui sont envoyées par d'autres observatoires, ou pardon pour le TEPO ici, et qui nous permettent donc de déclencher des observations spatiales avec SVOM. Et supposons que CTA détecte quelque chose, un rayon gamma très énergétique, très intéressant, il peut alerter SVOM qui va observer la même région du ciel avec ses instruments au sol et dans l'espace. SVOM a été lancé le 22 juin à 7 heures du matin par la Chine. Le lance était vraiment un succès et tout va bien pour le moment. Les instruments marchent comme il faut, la communication du satellite vers le sol marche vraiment comme il faut et on a déjà eu la détection des premières sources gamma. Je vous montre ici la première GSM, donc les premières, disons, communications au monde, à la communauté scientifique qu'on a fait de la détection des 3 premiers sources gamma détectées par GRM. Et vous voyez ici, disons, les photons, les taux de photons en fonction du temps de premier source gamma qui a été détecté par SVOM. Donc, merci beaucoup pour votre attention.
Désolée si j'étais un peu longue. Je vous dis à bientôt avec les résultats scientifiques de la mission. Et je vous laisse aussi les liens au site de divulgation des SVOM si voulez plus d'informations sur les instruments, la mission, etc. Merci beaucoup, Susanna. C'était parfait, c'était didactique et très riche. Alors, c'est le moment de poser vos questions. Vous pouvez, ceux qui veulent parler, utiliser leur micro. Alors moi, j'ai une question toute simple. Il y a combien de sursauts gamma détectés jusqu'à présent? C'est de quel ordre de nombre de C'est de population? l'ordre de la millier. De milliers. Milliers pendant toutes ces années. Hein. Mais comme je vous disais, de ces milliers-là, ceux pour lesquels on a des informations très précises sont très peu parce que, comme je vous disais, moins de 30% des sources gamma ont une mesure de distance et c'est vraiment par ces mesures de distance qu'on peut faire toute la science qu'on veut. Et d'habitude, ceux-là sont aussi ceux pour lesquels on a le plus de données de l'émission rémanente, pas que de l'émission prompte, et aussi des spectres très intéressants pour étudier les galaxies lointaines. Et il y a eu une estimation sur le nombre de sursauts gamma que SVOM va détecter. Oui, donc il va en détecter environ 80 par an. Et donc, c'est moins de ceux qui détectaient Swift dans les temps où Swift performait vraiment, mais par contre, ce seront des sources gamma avec donc un bagage complet d'informations. Donc, chacun, on espère que pour chacun, ben déjà, on aura les données gamma, X et optique de leur émission prompte et rémanente. Et après, pour plus que 50%, on aura aussi des spectres et de haute qualité. Merci. Alors, qui a des questions? Bonjour, je ne sais pas si vous Allez-y. m'entendez. Bonjour. J'ai une petite question. J'ai vu donc il y avait un redshift à 6,3 si je me rappelle bien. Est-ce qu'il y a Oui. déjà eu des sursauts gamma qui ont été observés au-delà de ces redshifts-là ou quel est le redshift le plus grand qui a été détecté? Alors, il faut distinguer par les sources gamma avec un redshift déterminé par spectroscopie. Il y a aussi une possibilité de déterminer des redshifts par photométrie. Si on a beaucoup d'observations, beaucoup d'images à différentes bandes de spectre électromagnétique, on peut déterminer en tout cas le redshift. Donc, celui qui a un redshift le plus lointain, mais par redshift photométrique, c'est un redshift 9 quelques. Tandis que par redshift spectroscopique, si je ne me trompe pas, c'est 6,8 environ. Voilà. À un moment, pardon, oui, bon, c'est 8,1. 8,1. Mais c'est vraiment, là, on n'a pas un beau spectre, on a juste une information spectrale, mais on n'a pas tous les rayés des métaux dont je vous ai parlé. Voilà. Donc, par un moment, ce redshift-là de 8,1 était l'objet le plus distant observé dans l'univers. Maintenant, avec le GWST, on a des galaxies qui sont détectées à redshift 14, qui sont vraiment les objets les plus distants qu'on a observés et qui sont vraiment des galaxies, des toutes premières galaxies. Merci Merci. beaucoup. Je vous en prie. Une question dans le chat, est-ce que la partie G du sursaut gamma pourrait avoir un redshift très différent à cause de sa vitesse relativiste? Non. Attends, je regarde l'image. Non, ça non. En effet, la mesure de la distance est la même. Le fait que le G soit ultra-relativiste ne change rien dans la distance du G par rapport à nous. Après, c'est une question des systèmes de référence, mais comme le reshift, ce qui nous intéresse, c'est pour déterminer la distance que le sursaut a par rapport à nous. Et donc, ça, il est au même redshift. Après, bien évidemment, si on se met dans des systèmes référentiels, on va alléger
on voit certaines parties du jet qui arrivent plus vite que d'autres, justement parce que le jet il est relativiste. D'autres questions? Pourquoi la location de mission gamma est difficile? Ah, ça, c'est pour les détecteurs. Les détecteurs gamma ne sont pas capables de localiser, de donner une position précise de la source qu'ils détectent. C'est vraiment technologique. Les détecteurs des rayons gamma dans l'espace n'ont pas cette capacité. C'est vraiment dû, ce ne vient pas de la largeur de la source, c'est vraiment technologique de détecteur de sources gamma. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais juste une question. La mission Swarm, ça va durer combien de temps? C'est quoi la durée nominale? Alors, la durée nominale est de 3 ans, plus 2. Après, en principe, elle peut durer beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas vraiment des consommables à bord qui font en sorte qu'à un certain moment, le satellite ne va plus marcher. Donc, c'est plutôt une question après de financement et d'envie de poursuivre des agences spatiales. Swift avait une durée initiale similaire, mais il le sert depuis 20 ans. Donc, voilà, ça c'est l'information. Le nominal, c'est 3 années plus 2, et après, en principe, ça peut durer beaucoup plus longtemps.